Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Cette semaine on retourne à Hill Valley, et plutôt 4 fois qu'une, pour jeter un coup d'œil à Retour vers le futur 2. Après le succès sans pareil de Retour vers le futur, Universal presse Bob Gale et Robert Zemeckis pour produire une suite. Le truc c'est que les deux Bob ils ont vraiment beaucoup d'idées pour ce deuxième opus. Déjà ils veulent visiter le futur de 2015 puisqu'ils l'ont promis à la fin du premier film, et ensuite ils veulent retourner dans le passé. Alors d'abord ils envisagent de visiter l'ère hippie des années 60, mais Zemeckis meurt d'envie de retourner en 1955 pour jouer sur les paradoxes temporels et aussi pour revoir les événements du premier film sous un autre angle. En plus, durant le tournage du premier film, Zemeckis avait demandé à Michael J. Fox quelle époque il aimerait visiter. Et ce deuxième opus, donc, devrait emmener Doc et Marty au Far West, qui est l'époque préférée de Michael J. Fox. Alors déjà, là, on tombe dans un sacré problème. Le script est long. Le film, du coup, le sera aussi. Et avec les nombreuses époques qui vont être visitées, le budget commence à grimper en flèche et on annonce un budget d'environ 65 millions de dollars. Ce qui équivaut à environ 180 millions de dollars aujourd'hui. Alors forcément, Universal prend peur quand il voit un peu l'argent que ça va leur coûter et il commence à mettre la pression aux deux Bob pour pouvoir réduire un peu le budget en coupant des scènes ou en retirant certaines époques. Ce qui leur casse un peu les couilles parce que eux ils ont plein d'idées, ils ont envie de les garder dans leur film, alors ils vont proposer quelque chose qui était à l'époque assez inédit. Ils proposent à Universal de séparer le film en deux. Et au lieu de produire un film avec 65 millions de budget, ils vont produire deux films avec 35 millions de budget. Ce qui du coup sur le papier fait plus de budget parce que vous avez 70 millions pour les deux films, mais en fait vu que les deux films sortent sur une année différente, ça aide quand même beaucoup Universal pour amortir le coût du film. Universal panique, hésite et finalement accepte donc de produire deux films. Le premier sera centré sur 1955 et le deuxième lui se passera au Far West. Et donc ce retour vers le futur 2 commence en reprenant les personnages exactement là où on les avait laissés pour enfin visiter le Hill Valley du futur, afin d'aider Marty McFly Jr. à ne pas prendre la pire décision de sa vie et détruire sa famille par la même occasion. Cependant, Marty, en bon imbécile qu'il est, il peut pas s'empêcher d'acheter un almanach qui contient tous les résultats sportifs de l'année 1950 à l'année 2000. Et il compte bien utiliser l'almanach une fois de retour en 1985 pour, je cite, mettre du beurre dans les épinards. Parce qu'apparemment avoir une voiture comme ça suffit pas, j'attends le capitalisme. Mais Biff, véritablement pète-couille du début à la fin de sa vie, s'empare de la DeLorean et retourne dans le passé pour se donner à lui de 1955 l'almanach, créant un 1985 alternatif dans lequel il est immensément riche. Alors quand Doc et Marty retournent en 85, déjà ils se rendent compte de leur erreur et surtout ils vont devoir à leur tour retourner en 1955 pour empêcher Biff de récupérer l'almanach tout en évitant les paradoxes temporels qu'une rencontre avec eux-mêmes pourrait provoquer. Bon alors sur ce coup-là c'est raté parce qu'il n'y a pas un seul personnage qui voyage dans le temps dans ce film qui arrive à éviter son lui du passé ou du futur. Et je vais être honnête avec vous, quand le film sort, il ne connaît pas le même succès que le premier film. Ça reste un très grand succès, le film va être extrêmement rentable, mais les gens l'ont beaucoup moins aimé que le premier film. Déjà, beaucoup de spectateurs ont été ultra frustrés de la fin qui finit sur un cliffhanger ultra relou, et j'ose même pas imaginer ce que c'est de finir un film sur une fin aussi prenante et à ensuite apprendre qu'il faut attendre un an voire plus pour voir la suite. Si seulement je connaissais ce sentiment. Je me demande vraiment ce que ça fait. C'est vraiment difficile d'imaginer. Pitié, sortez la suite de Spider-Verse, j'ai vu ce film que 8 fois. Non, en vrai je taquine, mais ils ont été quand même sympas de laisser une petite bande-annonce à la fin du film pour montrer que c'est pas des promesses dans le vent ce cliffhanger et qu'il y aura bien un troisième film. Ce qui a pas empêché quand même les gens qui à l'époque ne savaient pas que le film aurait été découpé en deux parties, d'être bien frustrés, et c'est pas la seule chose qui a déçu dans le film. Beaucoup de gens reprochent à Retour vers le futur 2 sa vitesse, le récit saute d'une époque à l'autre, on commence en 85, on va en 2015, on retourne en 85 mais en version Donald Trump, et c'est même pas une vanne quand je dis ça, Bob Gale a littéralement dit que Biff était inspiré de Trump. Enfin bref, et on revient enfin en 1955. Alors, peut-être que c'est mon cerveau de zoomer qui parle, et que je suis habitué au contenu ultra rythmé. Moi perso j'aime bien ce rythme soutenu. Déjà parce qu'on s'ennuie pas dans ce film, c'est impossible, et surtout parce que le film, c'est un bon tacos, 3 viandes, salade, tomate, oignon. C'est-à-dire qu'il y a tout, on se régale, on mange bien, et que la fin va être dure à avaler pour certains. D'ailleurs, grand merci aux studios Universal, dans lesquels le film a été tourné, et que vous reconnaissez sûrement si vous avez déjà vu, genre Gremlins. Parce que tourner en studio, c'est beaucoup plus simple, et quand il faut faire 4 époques, t'es content d'avoir le contrôle sur chacun des détails de ton décor.
Et j'ose même pas imaginer le temps que ça aurait pris ou l'argent que ça aurait coûté s'il avait fallu construire les 4 versions différentes de Hill Valley sans être en studio. Attends, en fait si, je peux calculer, parce que le 3e film, lui, se tourne dans une seule époque, le Hill Valley du Far West, qui a été construit en décor naturel et complètement de zéro. Alors attends, grâce à mes maths incroyables, on va dire que tourner en studio, ça permet d'avoir 4 décors complets, alors que tourner en milieu naturel, tu n'as qu'un seul décor. Je fais un produit en croix... Ouais, ça coûte un bras, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Surtout que dans ce 2e opus, grâce à cette multitude d'époques, on peut vraiment faire briller le jeu d'acteur. Alors, d'un côté, il y a Michael J. Fox qui s'amuse bien à incarner Marty de 85, de 2015, mais aussi les enfants de Marty en 2015. Mais on a surtout Thomas F. Wilson, qui déjà apparemment est une personne ultra adorable en dehors des prises, mais surtout qui joue aussi 4 versions de Biff, et son petit-fils Griff, toutes différentes avec chacune des traits de personnalité qui reflètent leur âge, ou leur situation socio-économique. Par exemple, le Donald Biff, lui, il est bien plus sûr de lui et bien vénère, alors que le Biff Mécano, lui, il manque clairement de confiance en lui. Pareil, on a le vieux Biff qui est un peu plus sage et qui corrige son jeune lui quand il se trompe sur une expression. Je te remercie beaucoup, mais maintenant tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Hey, tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. T'as l'air d'un demeuré quand tu le dis. Bon, d'accord, alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. D'ailleurs, c'est dans des plans comme ça qu'on voit l'un des plus gros points forts du film, ses effets spéciaux. Ces plans-là que vous voyez ont été faits grâce au VistaGlide. Mais enfin, c'est quoi VistaGlide? Eh ben, c'est une technologie pour tenir une caméra qui a été créée par ILM, qui est une boîte d'effets spéciaux créée et notamment connue pour avoir travaillé sur un film là à propos d'un fermier magicien terroriste de l'espace. Et cette technologie du VistaGlide permet de programmer des mouvements de caméra pour les répéter à l'infini, pour faire des plans d'assemblage avec plusieurs personnages joués par le même acteur. Alors oui, l'assemblage de plans n'est pas nouveau, même à l'époque, hein, mais quand le VistaGlide sort, il permet surtout de faire des mouvements de caméra dans ces plans. Parce qu'avant, ils étaient posés sur trépied ou ils étaient extrêmement statiques pour faciliter l'assemblage et éviter les problèmes. Mais avec cette technologie, on a des scènes qui sont bien plus dynamiques et qui maintiennent quand même l'illusion. C'est bluffant, honnêtement, et surtout pour un film qui est sorti il y a plus de 30 ans. Et évidemment, la cerise sur le gâteau qui permet de vendre ces effets-là, c'est surtout le talent des acteurs qui sont tous de retour hein, depuis le premier film. Alors évidemment, Fox et Lloyd reviennent, parce que de toute façon, Gale et Zemeckis c'était catégorique, il n'y aurait eu pas de film sans eux. Mais on retrouve, hein, comme j'ai dit, Thomas F. Wilson dans les rôles de Biff, et Lea Thompson dans le rôle de Lorraine McFly. D'ailleurs, c'est marrant parce que son personnage aurait dû s'appeler Meg McFly, mais ils lui ont donné le nom de Lorraine, la femme de Sid Sheinberg, le producteur du film, pour lui faire plaisir. L'équipe de production s'est même fait chier à traquer un par un tous les figurants et tous les costumes de la féerie dansante des sirènes. Seul petit trou dans le casting, Claudia Wells ne joue plus Jennifer. Elle est partie s'occuper de sa mère qui était atteinte du cancer à l'époque, et elle est donc remplacée par Elizabeth Shue, que vous connaissez peut-être pour son rôle de Madeline Stillwell dans la série The Boys. Même si ce remplacement n'a pas vraiment d'importance, hein, puisque les deux Bob ils regrettaient fort d'avoir mis Jennifer dans la DeLorean à la fin du premier film, et on voit clairement que le personnage est de trop, puisque les scénaristes s'en débarrassent dès qu'ils peuvent. En tout cas, c'est cool de voir que peu importe si c'est l'utopie de 2015 ou la dystopie de 1985 Trump édition, le move de base, c'est de laisser une femme évanouie dans un endroit random, sans défense, sans surveillance. Incroyable. En tout cas, tous les acteurs sont de retour, évidemment. Même Crispin Glover, qui reprend le rôle de George McFly. Ah, si, je vous jure. C'est lui, là, non? Oula. Comment il s'est fait ça? Oula, non, mais c'est clairement lui. Attends, ce plan me dit quelque chose. Et oui, parce qu'en fait, Crispin Glover n'est pas dans ce film. Et pour une raison qui m'échappe, hein, au lieu de tout simplement laisser couler, comme avec le changement d'actrice pour Jennifer, ici, ils ont fait tout un pataquès pour pas qu'on se rende compte du changement. Et on laisse George en arrière-plan tout flou, on lui fout la tête à l'envers, on utilise des extraits du premier film. Heureusement qu'ils n'ont pas poussé le vice à fond et qu'on voit bien que c'est Jeffrey Weissman qui est crédité en tant que George McFly au générique. Et alors, pourquoi c'est pas Crispin Glover? Alors, déjà l'acteur avait assez mal aimé la fin du premier film. Pour lui, ça laissait entendre que l'argent faisait le bonheur et c'était beaucoup trop matérialiste. Mais surtout, apparemment, il aurait demandé aux deux Bob un cachet d'1 million de dollars pour reprendre son rôle, ce qui est une somme énorme à l'époque. Alors certes, Michael J. Fox lui a gagné 5 millions par film, mais bon, c'est le perso principal, et si vous vous souvenez de ma première vidéo, s'il n'y avait pas de Michael J. Fox, il n'y avait pas de Retour vers le futur dans tous les cas, donc il a le droit de demander plus de thunes que tout le monde. Mais dans le cas de Crispin Glover, quand même, on passe de 125 000 dollars à 1 million, ça fait quand même beaucoup. Et finalement, on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire hein, sur la réelle raison du remplacement de Glover.
Une chose est sûre, c'est que cette strate dégueulasse là, de faire venir un nouvel acteur, de lui coller des prothèses faites avec un masque de la tête de Crispin Glover, et le foutre dans le casting secondaire tout à la fin du générique, au point que les fans ne se sont pas rendus compte de la supercherie et qui sont venus féliciter Crispin Glover pour son rôle dans le film, c'est un move de fils de pute. Et quand Glover il a vu tout ça, forcément il a eu la haine, et il a traîné les producteurs en justice, chopant 800 000 $ en réparation, ce qui est finalement pas si loin du million qu'il demandait à la base, donc imaginez un peu le bordel, tout ça pour ça. Et finalement, le procès mènera à la mise en place de lois ultra strictes sur l'utilisation de l'image d'un acteur et sur sa ressemblance. Mais au-delà de tous ces problèmes de production, je dois admettre quand même que le film est incroyablement fun à regarder. Alors peut-être c'est parce que l'année 2015 ressemble en rien à ce qu'on a vécu, ce qui est intentionnel d'ailleurs de la part des scénaristes qui savaient que créer un futur plausible ou parfait ce serait quasi impossible, et du coup ils ont préféré faire un futur fun et complètement riche en idées. C'est-à-dire Gale il l'a dit dans une interview en 2010, je savais très bien à l'époque qu'on n'aurait jamais de voiture volante en 2015, mais pour Dieu fallait qu'on les ait dans le film. Et cette approche ultra fun et colorée du futur finalement entre en totale dichotomie avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, on sortait quand même des films comme Mad Max ou Blade Runner qui étaient extrêmement dystopiques et qui montraient que le futur était pas un endroit très fun à visiter. Alors que là, clairement, l'objectif c'est être fun. Et pour moi, l'objectif est réussi. Alors, si on lève le bouclier de l'esprit critique, on va commencer à voir plein de problèmes dans le film avec des points de scénario ultra douteux. Par exemple, le fait que le film soit coupé en deux, ça amène un problème majeur. L'évolution des personnages n'existe quasiment pas. En fait, beaucoup de traits de personnalité des personnages ne seront explorés que dans le 3e opus. Par exemple, cette phrase du doc. Mais les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. Ou alors Marty qui pète un câble à chaque fois qu'on dit que c'est une mauviette. Ne me traite de mauviette, Needles, personne. Non, ok, je disais ça juste par exemple, désolé. Et tous ces points trouveront leur dénouement que plus tard lors du 3e film. Alors pour certains ça peut paraître frustrant, mais honnêtement, à une époque où on a attendu près de 10 ans pour voir juste un type soulever un marteau, je pense qu'on peut rester un peu patient. Par contre, il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est le malin plaisir qu'il prend à revisiter des scènes du premier film. Hey, j'ai déjà vu cet épisode, c'est super connu, c'est un classique. Ouais, je sais, mais là, il s'agit pas simplement de découvrir une scène sous un autre angle, parce que beaucoup de scènes font aussi écho à des scènes du premier film, en ajoutant à chaque fois un petit quelque chose en plus. Marty se réveille avec sa mère à son chevet, mais elle a quelque chose de changé. La scène de la course-poursuite en skateboard, qui devient une course-poursuite en overboard, trop stylé. En fait, toute la partie du bar de 2015 est un gros parallèle au passage dans le même bar en 1955, avec arrivée dans le bar, ensuite rencontre avec Biff ou Griff, petite baston, course-poursuite, et en fait, même à plus petite échelle, on a encore plein d'autres parallèles, comme par exemple la fameuse technique spéciale de combat de Marty, qui est vraiment très efficace. Ouais, mais Biff, ce que tu oublies, c'est que... Oh, regarde là! Oh, regardez! Qu'est-ce que... Et comme je le disais dans ma première vidéo, je ne me lasserai jamais de revisiter le premier film, et je trouve que cette suite lui fait parfaitement hommage, malgré tous les petits défauts qu'on pourrait lui trouver. Alors peut-être certains trouveront que les ressemblances sont reloues, et je peux pas leur en vouloir, mais pour moi ce film restera toujours celui que je préfère dans la trilogie, et la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est de m'avoir vendu du rêve avec des overboards qu'on a toujours pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, à me donner des idées de vidéos en commentaire, et surtout, parler de l'émission autour de vous. La semaine prochaine, on va faire un tour du côté de Street Fighter 6, parce que vu que c'est la sortie de Tekken, j'ai envie de voir ce qui se passe chez la concurrence, et la semaine d'après, pour la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League, j'irai faire un tour du côté de Marvel's Avengers, parce que les jeux sont très similaires, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Aussi, en ce moment, je suis en pleine production pour un autre format de vidéo qui sera un peu plus long et qui ressemblera un peu à ce qu'on voit comme dans les vidéos essais. Donc gardez un œil sur la chaîne parce que ça ne sortira pas dimanche, ça sortira en fait quand elle sera prête. Donc vraiment, si vous voulez pas rater ça, activez la cloche ou juste abonnez-vous.
Et normalement, du coup, dans 3 semaines, donc, on aura enfin la 3e partie des vidéos Retour vers le futur. Je suis désolé, hein, mais vu que je suis une petite chaîne, j'essaie quand même de rester sur l'actualité pour essayer de ramener plus de spectateurs. N'en voulez pas. En tout cas, sur ce, je vous dis, passez une très bonne journée, et je retourne fouiller ma caverne.